Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Il faut un sursaut collectif pour relancer l'action climatique. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil pour le climat, chargé d'évaluer l'action de l'État en France dans ce domaine. Et pourtant, les défenseurs de l'environnement sont de plus en plus attaqués. Selon une étude de l'organisation Global Witness Watch, 169 d'entre eux ont été tués en 2023 dans le monde. L'organisation de défense des droits humains Amnesty International a donc décidé pour la première fois de consacrer à ses défenseurs un rapport qui fait une synthèse sur les attaques croissantes qui les visent, y compris en Europe et particulièrement en France. Pour en parler, Sur le fil a invité l'autrice de cette synthèse publiée jeudi 3 juillet, Margot Gémon, chargée de plaidoyer pour la justice climatique au sein d'Amnesty International. Sur le fil. Les manifestations comme celle-ci, il faut l'admettre, se font rares. Les militants que vous venez d'entendre, membres de l'ONG britannique Just Stop Oil, mobilisés contre les énergies fossiles, ont décidé de raccrocher la veste. C'était le 26 avril. La porte-parole, Mel Carrington, annonce la fin des actions, estimant que l'objectif est atteint. L'exécutif travailliste a renoncé à lancer de nouveaux projets pétroliers ou gaziers au Royaume-Uni. C'est la dernière action de Just Stop Oil. On célèbre la résistance civile et notre campagne réussie pour éviter l'exploitation de nouveaux gisements de pétrole et de gaz. C'est aussi une célébration de la résistance de nos prisonniers. 11 personnes ont été emprisonnées pour leur participation à des actions de Just Stop Oil depuis 3 ans. Mais ce n'est pas la seule raison. Elle a confié à l'AFP que la répression y est aussi pour quelque chose et rend la mobilisation plus difficile. Just Stop Oil, comme Extinction Rebellion, a souvent mené des actions spectaculaires, comme le jet de peinture sur des toiles de mètres protégées par des vitres, pour faire parler du climat. What is worth more, art or life? Are you more concerned about the protection of a painting or the protection of our planet and people? Leur cause est-elle juste ? La réponse ne fait pas de doute selon Amnesty International, puisque la dégradation de l'environnement a des conséquences systémiques sur tous les droits humains. Amnesty International a commencé à travailler sur le climat à peu près en 2018-2019 et a rédigé tout un positionnement sur lequel on analyse comment est-ce que le climat est une crise des droits humains, comment le climat est aussi une crise d'inégalité et profondément injuste qui impacte de manière disproportionnée donc les droits des personnes qui ont le moins participé à la crise climatique. Enfin, la crise climatique, c'est une des plus grandes crises des droits humains aujourd'hui en termes d'ampleur parce qu'elle touche tous les pays, toutes les personnes et tous nos droits, vraiment nos droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques. Et c'est vraiment une crise à l'ampleur inédite pour les droits humains. Donc Amnesty se positionne dessus à ce titre-là. De quoi justifier, dans certains cas, des actions de désobéissance civile pacifique. La position d'Amnesty International sur la désobéissance civile, c'est que si elle est pacifique, par définition, la désobéissance civile est pacifique, elle est à la fois légale du point de vue du droit international et légitime du point de vue de la crise climatique qu'on est en train de vivre. Donc le rapport ne veut pas juger sur la pertinence ou l'efficacité de certains modes d'action par rapport à d'autres, mais vraiment rappeler que la désobéissance civile, ce sont des manifestants et des manifestantes pacifiques qui utilisent leur droit à la liberté de réunion pacifique pour se mobiliser, faire entendre leur voix, faire parler d'un sujet. Et les mouvements climat choisissent cette stratégie souvent sur des sujets où toutes les autres voies de recours ont été épuisées. Ils ont déjà fait du plaidoyer, ils ont déjà fait de la communication, ils ont déjà essayé d'aller parler à des journalistes, ils ont déjà fait des recours en justice. Et pourtant, ça n'avance pas, voire ça passe en force. Et donc, c'est un recours légitime et légal au regard du droit international. Le débat sociétal et même judiciaire sur les limites acceptables de ces actions est encore bien vivant. Par exemple, ce jeudi, la Cour européenne des droits de l'homme a débouté des décrocheurs de portraits de Macron, condamnés au pénal pour vol, en estimant que les peines prononcées, des amendes avec sursis, étaient modérées, d'autant qu'ils n'avaient pas rendu les portraits.
Du point de vue des militants, ces méthodes, souvent des occupations, parfois aussi des sabotages d'installations, ont pu porter leurs fruits, combinés à l'action judiciaire. Selon une étude coordonnée par la sociologue française Gaëlle Roncin, chercheuse à l'ENS, entre 2014 et 2024, des collectifs citoyens ont obtenu pas moins de 162 victoires, en accélération par rapport au début du XXIe siècle. Mais selon Amnesty International, la répression est grandissante et excessive. Il y a vraiment eu un peu une déflagration et un peu un contre-mouvement de la part des États de recul sur les politiques. Et ce recul sur les politiques environnementales et climatiques qui se passe en France, aux États-Unis, en Argentine, en Italie, au niveau de l'Union européenne, il est permis parce que les personnes qui alertent sont de plus en plus réprimées. Et on les entend de moins en moins parce que il y a une réelle stratégie des États, et notamment de la France, de faire taire ces voix pour contrôler un peu comment on parle du changement climatique et créer tout un narratif autour de le changement climatique, c'est une responsabilité individuelle, alors qu'on sait bien que les responsables de la crise climatique, principalement, c'est les États et les entreprises et les individus les plus riches. L'État, en fait, impose un narratif de les défenseurs de l'environnement sont violents, sont contre le progrès, essayent de ralentir notre indépendance économique, par exemple, s'ils s'opposent à des projets d'énergie renouvelable ou de nucléaire ou d'autoroutes. Ils sont contre notre autonomie industrielle, contre le progrès. Alors que, du coup, pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas de qui sont les réels responsables de la crise et donc quelles sont les réelles causes qui nous ont amenés là aujourd'hui et quelles sont les solutions qui sont nécessaires à prendre pour y répondre. Écoutez le point de vue du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, c'était le 12 avril, au sujet du chantier contesté par les associations de l'autoroute A69. Et si demain, en France, on ne peut plus réaliser aucun chantier, si tous les projets sont bloqués, alors le pouvoir d'achat, le niveau de vie s'effondreront. Les choses doivent être très claires parce qu'aujourd'hui, on sait marier l'environnement et le développement. On n'a pas à choisir l'un contre l'autre. Et vous avez ces mouvements qui viennent de France et d'ailleurs, faire en sorte qu'on bloque notre économie. C'est la décroissance. Ce serait l'appauvrissement des Français. Alors, ils recourent à la violence parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le dernier mot sur le plan démocratique. Notre-Dame-des-Landes, on avait gagné un référendum. Et donc, ils recourent à la violence. Ça, c'est inacceptable. Là, je suis ministre de l'Intérieur. Et le désordre, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Il y a bien sûr aussi la déflagration entraînée par l'administration de Donald Trump, mais ça a commencé bien avant. Ces poursuites judiciaires et la criminalisation des mouvements militants ne touchent cependant pas que les États-Unis. L'association française Action Justice Climat, cette année, ils ont 16 procès en cours. Certains sont des procès qui vont être instruits en première instance et d'autres sont des procès où l'État a fait appel. Donc là, on parle quand même de l'État qui continue à faire appel pour continuer l'affaire en fait et continuer à mobiliser les ressources de ce mouvement et de ces activistes. C'est des personnes individuelles qui mettent leur vie presque en pause parce qu'ils sont dans l'incertitude totale sur leur vie personnelle, sur leur vie professionnelle, des sanctions qu'ils vont avoir à la fin. Et en France, pourtant, en général, ça se finit avec des sanctions minimes. Qu'en fait, on voit vraiment une volonté, justement, d'impacter moralement, financièrement, tout un mouvement, de les dissuader de se mobiliser. Passons à la répression policière. La France est particulièrement montrée du doigt. Il y a des dispersions de manifestations autorisées ou non autorisées de manière violente et sans qu'elles soient liées à une quelconque menace à l'ordre public. Donc c'est par exemple l'année dernière, il y a eu un blocage de l'Assemblée générale d'Amundi, qui est une compagnie d'assurance qui finance notamment Total Energy et d'autres compagnies d'énergie fossile. Donc c'était un blocage pacifique de personnes qui étaient assises devant le siège d'Amundi pour interpeller les actionnaires et bloquer le bon déroulé de l'Assemblée générale. Et s'assurer que le changement climatique soit discuté pendant cette Assemblée générale.
Et il a été nassé pendant plusieurs heures avec des témoignages de traitements dégradants et inhumains qui peuvent s'apparenter à de la torture en termes de droit international de dizaines de militants et de militantes et d'activistes qui étaient sur place. Devant Amundi, dès 11h du matin, le 24 mai 2024, plusieurs centaines de militants avaient été encerclés par les forces de l'ordre, menant à 201 gardes à vue, selon des chiffres du parquet de Paris, le tout pour participation à un groupement formé en vue de connaître des violences ou des dégradations. Ensuite, ça s'est soldé en plusieurs dizaines de gardes à vue qui ont duré des heures, encore une fois dans des conditions vraiment dégradantes, notamment quant à l'accès aux toilettes, l'accès à ses lunettes. C'était en mai, donc il faisait très chaud, donc également l'accès à de l'eau. Ça, par exemple, c'est une réponse tout à fait disproportionnée de l'État et des forces de l'ordre face à une manifestation pacifique sur un sujet d'intérêt général qui nous touche toutes et tous, et face à des personnes qui sont venues parce qu'elles considèrent qu'elles n'ont pas le choix que de se mobiliser face à la crise qu'on vit actuellement. Au-delà de la stigmatisation, de la répression policière et des actions en justice, Amnesty dénonce aussi le recours à d'autres méthodes visant à affaiblir les associations, y compris à l'échelle locale. En France, le contrat d'engagement républicain a par exemple été utilisé pour réduire les subventions d'associations de défense de l'environnement. Alors le contrat d'engagement républicain, c'est les associations qui reçoivent des subventions publiques doivent maintenant signer ce contrat avec les autorités publiques qui les financent et respecter 7 engagements. Et dans les engagements du contrat, dans les 2 premiers, il y a la notion donc, de respect des lois de la République et de respect de l'ordre public. Donc toutes les actions de désobéissance civile, par définition, ne rentreraient pas dans ces critères-là, puisque une action de désobéissance civile est illégale, viole des lois nationales par définition. Et donc ça a permis à certaines villes ou certains départements ou certaines régions, selon le niveau de subvention, de refuser ou de retirer des subventions à des associations qui font de la désobéissance civile ou même qui font parfois juste des ateliers pour expliquer ce que c'est la désobéissance civile, quels sont nos droits quand on pratique la désobéissance civile. Et ça, c'est notamment le cas Alternatiba Poitiers ou Alternatiba Rhône. La consigne de fermeté touche aussi enfin des établissements scolaires. Beaucoup d'États européens prennent des mesures restrictives du droit de manifester des enfants qui devraient être particulièrement protégés au titre de différents textes, notamment les conventions sur les droits de l'enfant. Ça peut aller de donner des consignes aux professeurs, de donner des absences injustifiées ou des mauvaises notes quand certains élèves faisaient les grèves pour le climat dans les années 2018-2020. Ça peut aller aussi jusqu'à la répression physique en manifestation de personnes mineures qui ont fait des actions de désobéissance civile aussi. Amnesty demande donc à l'État français de respecter ses engagements et aussi de garantir les droits de tous ses militants. On a sorti hier une pétition pour demander à la France de prendre des mesures pour protéger les droits des défenseurs de l'environnement, à la fois en France et à la fois dans le monde. Notamment, une des principales mesures qu'on demande, c'est que la France reconnaisse publiquement le rôle des défenseurs de l'environnement dans l'action climatique et dans la justice climatique. Et en reconnaissant ce rôle, qu'elle s'engage à protéger leurs droits, donc leurs droits à l'information, à la participation, à manifestation, expression et association, mais aussi qu'elle s'engage à ne plus utiliser de rhétorique stigmatisante et au contraire à développer que l'État, la société civile et les médias développe un narratif justement positif. Avec près de 30% de climato-sceptiques, la tâche n'est pas facile, mais selon Margot Gémon, il ne fait pas de doute que le balancier de l'opinion publique reviendra un jour du côté des défenseurs de l'environnement. Là, il y a, je crois, je ne sais plus si c'est 200 ou 400 écoles qui ont fermé ces derniers jours à cause de la canicule. Quand bien même c'est la fin de l'année scolaire, ça a un impact concret sur l'éducation des enfants. Et quand les gens vont comprendre l'impact, je pense qu'ils le comprennent déjà, mais quand ils vont faire le lien avec la responsabilité de l'État, c'est comme ça qu'on peut remobiliser les gens aussi, et c'est comme ça qu'il va y avoir à nouveau une demande très forte, je pense, et je l'espère, de redevabilité de l'État et des entreprises qui sont responsables des atteintes à nos droits causées par le changement climatique. Sur le fil revient lundi. Merci infiniment de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Cancela-Kiefer. Merci aussi pour vos retours sur notre Tour de France des bonnes idées.
sachez qu'il est au coin de la rue. On va bientôt diffuser le premier épisode. Merci infiniment et très bon week-end à tous.